Alors, je prends le relais de Sylvain, que je remercie pour sa présentation. Euh, Toujours pour donc sur ce thème de la prise en compte des invertébrés dans la gestion et la conservation des espaces naturels. Je voulais préciser que je suis naturaliste, je viens de la botanique et plus précisément de la phytosociologie, mais je développe une recherche depuis un certain temps sur l'histoire de la représentation de la nature ainsi que sur l'histoire de l'écologie. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de euh, observer quelques éléments liés à certains invertébrés et les mollusques en particulier, mais peut-être dans une dimension moins strictement naturaliste que ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc pour ce faire, je vais vous présenter rapidement, parce qu'en peu de temps, on ne peut pas trop aller dans le détail, d'abord la malacologie aujourd'hui, la place des mollusques dans la vie des hommes, dans le monde des hommes, et puis pour terminer, de manière très rapide aussi, quelques enjeux et préconisations pour la considération des invertébrés dans la gestion et la conservation. Donc la malacologie, comme beaucoup de sciences naturelles, est une science florissante au XIXe siècle. Elle est, comment dire, motivée, dynamisée par évidemment la philosophie des Lumières, la philosophie de l'honnête homme, qui considère le rapport à la nature de manière très simple et très utilitaire, si j'ose dire. Elle est au XIXe siècle de plus boostée, si j'ose dire, également par le positivisme d'Auguste Comte et puis par ce qui va devenir ensuite la théorie expérimentale de Bernard. C'est l'époque, le XIXe siècle, des collections et l'époque des muséums. On a l'idée de créer cet outil qui rassemble dans un même lieu, comme le musée pour l'art, le muséum, des pièces qui traitent de l'histoire naturelle, aussi bien donc la géologie que la biologie et les sciences naturelles, mais également l'anthropologie. C'est la grande époque donc également où on publie beaucoup d'ouvrages, d'articles, de revues autour des flores, des faunes d'un territoire. Il faut rappeler que c'est également le moment, par exemple ici la faune de l'Algérie, la malacophone de l'Algérie, c'est le moment aussi où l'empire français est très vaste et donc les collections sont enrichies par les différentes colonies qui sont très nombreuses et qui sont sur tous les continents. De fait, le Muséum d'histoire naturelle de Paris est le plus grand du monde à cette époque-là. Euh, et de fait aussi, le muséum n'est pas seulement un outil scientifique ou pédagogique, il est également un outil politique, géopolitique, on peut dire. Donc la malacologie, jusqu'aux années, disons après la Première Guerre mondiale, est une science très en vogue, avec par exemple la publication des 2 volumes de la faune de France par Louis Germain dans les années 30. On note toutefois un certain recul dans les années 70-80 pour tout un tas de causes qui sont assez difficiles à vérité à cerner, qui sont sans doute un petit peu culturelles, mais également techniques, avec l'arrivée par exemple des ordinateurs, euh, probablement également scientifiques et épistémologiques. Il y a comment dire un certain abandon des sciences naturelles de terrain en tant que telles. C'est très difficile pour le chercheur de comprendre ce qui se passe réellement, mais en tout cas, les conséquences sont nettes. Quand on arrive au moment des années 60-70 des premières lois du droit de l'environnement sur la protection des espèces ou des habitats, on constate qu'il y a peu d'espèces de mollusques qui sont protégées. Il y a une certaine malconnaissance des mollusques. Ça ne veut pas dire une méconnaissance, ça veut dire que ces connaissances qui étaient bien affirmées au XIXe siècle se perdent un petit peu. Et de la même manière, on a peu d'outils pratiques. On n'a pas de clé de détermination, on a peu de guides, on manque de données, on manque de chercheurs, on manque de fonds. Néanmoins, à partir des années 80 et surtout 90 et 2000, on note un net regain dans ces années-là. D'abord, il y a l'arrivée d'Internet, bien sûr, qui permet de remettre, disons, de manière assez vulgarisée, disons, l'idée de la connaissance des mollusques. On a beaucoup de sites liés à la classification de la faune, à la connaissance de la faune, comme Animal Base par exemple, où il y a une très grosse collection de mollusques par exemple. Mais il y a aussi la naissance de tous les forums de discussion, de détermination, d'aide à la détermination, à l'identification.
et de discussions de manière plus générale, comme Natura Mediterraneo, par exemple, en Italie, qui est un gros forum de discussion, notamment pour les mollusques, et puis la liste Elicella, qui deviendra l'année dernière, je crois, Malaco Forum en France. De fait, du coup, on a une meilleure connaissance aussi des espèces et de leur répartition. Ceci, bien sûr, étant lié à la politique en faveur de la biodiversité. Et puis, on a aussi plus de documentation. On a la traduction, par exemple, du guide de Kearney et Cameron par l'adaptation française par Alain Bertrand dans les années 90. On a en 2012 la publication de la somme de Werner Welter-Schultes sur la malacofaune européenne. Et puis des guides plus de vulgarisation tout à fait utiles. Par exemple, le guide des mollusques terrestres, escargots et limaces de Cédric Audibert et d'Alain Bertrand. De fait, on a une augmentation des données et bien sûr des études sur le terrain, donc des connaissances sur les mollusques, plus généralement, comme disait Sylvain, plutôt continentaux évidemment et plutôt terrestres. Ici, par exemple, ce graphique montre la place des mollusques dans la base de données de Faune Alsace et on voit que le nombre de données de mollusques augmente de manière très très droite, très très directe dans les années 90 à 2000. C'est même une explosion de données qui sont de plus en plus donc centralisées au niveau de l'INPN. Mais bien sûr, si la situation s'améliore, la malacologie reste relativement confidentielle. Il y a d'abord le cadre général des sciences naturelles et du naturalisme. Alors là, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse, sur lequel je travaille beaucoup actuellement et je devrais publier avec le collègue Emmanuel Catteau du Conservatoire botanique de Bailleul dans le Nord une petite étude là-dessus. Les sciences naturelles sont aujourd'hui dans une situation paradoxale. Dans une classification, un système général, disons épistémologique, des savoirs, les sciences naturelles se situent à la croisée entre les sciences formelles d'un côté, donc les sciences comme les mathématiques, la physique, et puis les sciences humaines de l'autre, comme la géographie, l'histoire, la sociologie, etc. Et donc les sciences naturelles se trouvent un petit peu entre les deux, parce que d'un côté, elles appartiennent aux sciences formelles, parce qu'elles ont besoin de mesures, elles ont besoin de chiffres, elles ont besoin, etc., des sciences du nombre, donc de l'objectivité. De l'autre, elles ont aussi des des méthodes qui sont liées aux sciences humaines, c'est-à-dire qui sont liées à l'observation, à la description, et puis bien sûr beaucoup à l'interprétation des données, qui sont donc plus des sciences du langage ou de la parole plus justement, et qui sont plus subjectives. Donc je vous ai mis ici un poème un texte de Francis Ponge qui parle de l'escargot et qui en parle d'une manière qui peut-être n'est pas scientifique, mais en tout cas d'une manière qui existe. Et puis, à l'opposé, on a des graphiques abstraits ou des résumés graphiques, comme ici, par exemple, qui sont de plus en plus ce qu'on trouve dans les études malacologiques et plus généralement des sciences naturelles, une interprétation statistique le plus souvent, ou technique en tout cas, numérique, des données que l'on a. On a aussi un aspect qui est plus lié, disons, à des choses plus générales. Comme pour tous les animaux, dans le cadre naturaliste, la malacologie, comme pour tous les animaux, je disais, elle est concurrencée un petit peu par la botanique. La botanique, parce que les espèces végétales, les plantes, sont à la fois des espèces, donc ont tous les atours des espèces comme pour les espèces animales, mais ce sont aussi celles qui décrivent des habitats. Or, dans notre gestion de la nature aujourd'hui, les plantes sont à la fois, si j'ose dire, juge et partie des espèces, mais aussi des habitats qui abritent d'autres espèces. Comme pour tous les invertébrés, les mollusques souffrent, si j'ose dire, d'une concurrence avec les vertébrés. Alors, ce sont bien sûr les humanoïdes, les mammifères, mais aussi d'autres humanoïdes que seraient les reptiles et amphibiens. En fait, tous ces êtres vertébrés, entre guillemets, bien sûr, ressemblent aux humains parce que ce sont des tétrapodes. Puis enfin, bien sûr, il y a un poids très fort, c'est pour ça que j'ai mis la liane ici. Il y a une concurrence avec des espèces qui ont des formes très esthétiques ou très spectaculaires.
C'est bien connu pour les oiseaux très colorés, les odonates, les orchidées, chez les mammifères, les prédateurs, les grands mammifères, etc. Tout ceci dénote en quelque sorte une espèce d'anthropomorphisme à des degrés divers qui font que les invertébrés, les mollusques, mais plein d'autres invertébrés, ne parlons pas bien sûr des vers ou pourquoi pas des bactéries ou des virus, d'autres groupes qui ne sont pas des animaux, disons, tétrapodes, sont un petit peu mis sur la touche dans la gestion et la conservation des espaces naturels. Et puis la malacologie souffre aussi d'autres problèmes plus techniques, des problèmes matériels de terrain. Donc la recherche des espèces, comme l'a montré ou l'a expliqué Sylvain, n'est pas une chose facile. Et là, on parle que des espèces terrestres, sans parler des espèces marines. Il y a des problèmes aussi de détermination. Alors voici ici jeté sur un papier, une feuille de papier millimétrée, quelques coquilles qu'on trouve dans un pied de falaise, une litière de pied de falaise. Donc beaucoup d'espèces se ressemblent, beaucoup d'espèces sont minuscules, hein, les carrés font 5 mm, donc elles sont beaucoup plus petites ici, les espèces. Et puis tout ceci, bien sûr, ça a des aspects très nets sur le temps passé sur le terrain ou à la détermination après en laboratoire. Surtout que bien souvent, il faut passer par la dissection des organes génitaux, quelque chose qui prend évidemment beaucoup de temps. Et cette chronophagie a des répercussions financières évidentes. Et pourtant, ce sera mon deuxième point, les mollusques sont fascinants. Ils sont très présents dans la vie des hommes. Alors, on a parlé des vertigos, ici Vertigo mullinsiana, mais les mollusques, bien sûr, ont un intérêt d'abord biologique sur les espèces en tant que telles. Et les mollusques sont très nombreux, avec de très nombreux sous-groupes qui sont très fascinants, très étranges, très variables et parfois même assez étonnants, qui sont souvent marins d'ailleurs. Donc les mollusques terrestres sont qu'une toute petite partie de tout ce monde des mollusques. Ils présentent également aussi un intérêt écologique. Les espèces de vertigos sont également des espèces typiques des marais, par exemple, la photo du haut, des bas marais alcalins, comme on dit, hein, du Carition navalianae pour l'espèce ici, ou des magnocaricées en bas. Ce sont donc des espèces qui ont un intérêt écologique aussi, parce que comme bien souvent les naïades et bien d'autres espèces, ce sont des espèces qu'on appelle ingénieurs qui vont avoir un effet sur l'habitat lui-même. Ce sont bien sûr des espèces qui sont des bioindicateurs de tout un tas, bien sûr, de facteurs biotiques ou abiotiques, plutôt abiotiques, donc sur l'humidité, la hauteur des nappes phréatiques par exemple, la climatologie. Et puis ce sont des espèces qui ont un vrai poids aussi en paléomalacologie, notamment dans les différentes strates géologiques. Elles expliquent un certain nombre de l'histoire du passé, notamment bien sûr par rapport au climat auquel elles sont liées. Ce sont des espèces qui ont aussi un poids économique très fort chez les humains. D'abord, ce sont des espèces qui sont entre guillemets agricoles, c'est-à-dire qui sont des espèces alimentaires qu'on consomme abondamment. Alors bien sûr, il y a les petits gris, la photo du haut, mais il y a aussi tous les bivalves, les moules et les huîtres, sans parler de tous les céphalopodes qui, dans tous les secteurs du climat méditerranéen, en particulier en Méditerranée, sont très consommés. Bien sûr, ce sont aussi des ravageurs. Pour ceux qui ont un jardin, on le sait bien, les limaces en particulier, et donc un pan économique important et dans l'agriculture est dédié à la lutte contre ces espèces, et donc elles ont aussi une importance de ce point de vue-là. Et puis ce sont des espèces qui ont une importance aussi sanitaire, non seulement parce qu'elles sont vecteurs de parasites ou de maladies portées par ces parasites, mais elles peuvent avoir aussi des utilisations médicales, comme par exemple l'usage de la bave d'escargot pour la peau. Un autre aspect peut-être plus marginal, mais qui existe aussi, c'est la présence des mollusques comme animal de compagnie, par exemple avec ces énormes gastéropodes qui sont les plus grands du monde. Aussi pour la collection, les mollusques ont beaucoup souffert de la collectionnite, hein, des collectionneurs qui vont chercher donc des espèces aux coquilles très colorées ou très impressionnantes comme celle-ci. Mais bien sûr, il y a aussi les chercheurs de perles, hein, que produisent certains bivalves, qui ont donc pu décimer aussi certaines populations de naïades ou de grandes moules d'eau douce. Bien sûr, les coris ici ont pu servir aussi en ethnologie ou en ethnographie, dans plein de domaines de l'anthropologie, comme monnaie, ici par exemple, mais aussi comme ornement, donc aussi bien pour la parure que pour le vêtement,
Et puis, bien sûr, on a retrouvé aussi beaucoup de mollusques dans les tombes. Ça depuis l'origine de l'être humain, mais plus précisément dans la paléochrétienté. Dans l'imaginaire populaire ou moins populaire d'ailleurs, les mollusques sont très présents, comme ici par exemple dans un manuscrit médiéval, mais ils sont présents depuis au moins la Bible. Et bien sûr, on les retrouve, par exemple le kraken comme mollusque qui attaquerait les bateaux, dans les mythes, dans les représentations diverses et variées, avec une image, vous voyez, plus ou moins positive ou négative. On les retrouve également dans la culture populaire ou alternative. Et comme je disais, plus ou moins négative et plus ou moins positive, les céphalopodes en particulier ont un crédit positif plutôt présent. On les retrouve également dans les jeux. Comme on voit, donc les mollusques présentent de très nombreux enjeux. Les enjeux de connaissance liés à leur biologie, aux espèces qu'on connaît mal encore, à leur écologie, y compris pour des espèces très connues, en tout cas très très locales. Il y a des enjeux de préservation, de conservation et de restauration, évidemment, aussi bien pour les espèces, qui sont donc pour beaucoup des espèces menacées, en voie de disparition, et puis pour les habitats qu'ils abritent en tant que bio-indicateurs, si on peut dire, et notamment les zones humides pour ce qui concerne par exemple Vertigo angustior, Vallonia iniensis sont des espèces rares, de milieux qui deviennent rares comme les bas marais alcanins, qui sont en tout cas menacés. Et puis il y a évidemment des enjeux socio-économiques et socio-culturels. C'est pour la raison pour laquelle on souhaiterait que les mollusques, ainsi que les autres invertébrés qu'ils pourraient représenter, soient mieux pris en considération et que la balance se rééquilibre aussi du côté de ces espèces moins visibles, moins spectaculaires, moins connues peut-être. Pour terminer, quelques préconisations très rapides. Donc bien sûr, on souhaiterait, tous les malacologues, mais tous les invertébrérologues, si j'ose dire, invertébrologues, que les invertébrés, les mollusques soient plus pris en compte de manière plus globale dans tous les inventaires, les plans de gestion, les actions de gestion, etc. Par exemple, ici, j'ai deux photos d'un marécage à roselière dans l'Isère, deux photos prises l'une en juin de cette année, l'autre en septembre, où l'on voit une pratique de gestion destinée à favoriser certains végétaux et certains animaux, mais dans lequel on pourrait trouver évidemment Vertigo moulinsiana, d'autres vertigos, d'autres espèces de mollusques inféodés aux roselières. Et on peut imaginer qu'une coupe à blanc comme ça, avec export de la végétation en plus, n'est pas seulement dommageable pour les espèces microscopiques ou millimétriques des mollusques, elle est destructrice. C'est-à-dire que là, dans ce marais-là, on ne va trouver que des espèces communes, banales, très plastiques, très euryès, comme Succinea putris, par exemple. Les espèces plus rares vont disparaître. Le deuxième point, bien sûr, c'est de développer les outils de divulgation scientifique. Alors, le grand public, comme les plaquettes, par exemple, qu'ont faites l'Adréal Grand Est, par exemple, pour une étude qu'on avait fait également avec Sylvain et Nathalie Collier en Champagne, dans l'ex-région Champagne. La plaquette de l'Adrieux, bien sûr, que vous connaissez sans doute. Développer, bien sûr, l'éducation à l'environnement auprès de tous les publics, à tous les âges de la vie. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, la formation non seulement pour les futurs gestionnaires, mais aussi pour les gestionnaires actuels. Et pourquoi pas, là aussi, pour le grand public, pour les élus, etc. Et puis, quelque chose pour terminer qui est plus quelque chose sur laquelle je travaille actuellement beaucoup, c'est militer pour un retour de la cénologie, c'est-à-dire de l'écologie comme science naturelle, c'est-à-dire des biocénoses, le travail sur les biocénoses. On s'aperçoit dans le temps qu'il a été un peu abandonné dans les années. Aujourd'hui, comme je le disais plus haut, les sciences numériques envahissent le champ des sciences naturelles. Mais on n'a plus beaucoup ce qui se fait par exemple en botanique, la phytosociologie, ce qui avait commencé à naître dans les années 50 sous le nom de zoocénologie, pardon, est un petit peu au point mort. Et donc moi je militerai comme ça pour le retour du travail sur les communautés biotiques, sur les biocénologies, qui sont à mon avis le cœur de l'écologie et donc de la gestion et de la conservation.
Je vous remercie pour votre attention et je remercie beaucoup les organisateurs et bonne continuation.